Ancien joueur et président de Pouillastruc dans les Hautes-Pyrénées, élu à la Ligue Occitanie depuis 2018, dont vous êtes le vice-président en charge des budgets et des partenariats. Nous accueillons aujourd'hui Alain Aspirance. Alain, bonjour. Bonjour. Alain, on va balayer le programme qui nous a été présenté il y a quelques semaines, puisque vous êtes candidat à la présidence de la Ligue Occitanie de rugby. Ma première question est simple. Pourquoi se présenter? Alors pourquoi se présenter? C'est parce qu'il y a une continuité par rapport à la création de la Ligue, puisque nous sommes partis d'une feuille blanche et au fil des saisons, nous nous sommes structurés. Bon. Il y a un bilan positif et aussi des points qui n'ont pas été complètement développés et sur lesquels je pense qu'il faut aller un peu plus loin dans le programme. C'est pour cela, dans la continuité du travail qui a été fait sur cette dernière mandature, il nous fallait le poursuivre, mais aussi amener les innovations, comme c'est écrit dans mon slogan, donc déployer l'innovation, mais pas que. Je crois qu'il y a sérieusement des changements à apporter sur pas mal de domaines. Alors vous l'avez dit, il y a des points positifs. Quels sont les points positifs majeurs à retenir des deux dernières mandatures? Alors d'une part, pour ma part, me concernant directement, puisque la première mandature, c'était sur la départementalisation et le lien entre les comités départementaux et la Ligue dans son fonctionnement, et j'en ai fait une partie, et il a fallu aussi, sur la deuxième mandature, asseoir financièrement la Ligue, puisque, souvenez-vous, il y a une assemblée générale l'assemblée générale financière qui a fait qu'on était dans un déficit de plus de 800 000 euros, presque 900 000 on va dire, et sur lequel le président Doucet à l'époque avait choisi d'investir sur les comités départementaux, donc il a fallu faire des dépenses. On ne pensait pas arriver à ce niveau-là, mais c'était nécessaire d'arriver à quelque chose de bien. Sur la deuxième mandature, Alain Doucet, avec Pierre Cross, nous ont chargé de restructurer la partie financière. On est parti d'un constat où la comptabilité était sur 3 sites. Les départs à la retraite ont permis de recentrer l'activité comptable et trésorerie sur le site de Toulouse, qui est pour moi un bien, mais il fallait amener des outils supplémentaires. Nous n'avons pas de budget. Il y a plusieurs sections de développement, plusieurs sections administratives, de sections de frais, je dirais, sur lequel on a monté un budget séquencié. On est parti d'un budget qui était à peu près de 3,5 millions pour arriver à maintenant presque 7 millions, 6 millions 9. Voilà. Tout ça en structurant notre compta. Notre compta avec une compta analytique et un logiciel adapté qui répondait réellement aux besoins des salariés. Concrètement, comment on fait pour passer donc de moins 800 à 3,5 millions et donc 6,7 millions? Alors, il y a d'abord les subventions publiques, les subventions de la fédération, au travers du programme voulu par la mandature de Bernard Laporte pour la mise en place des CTC qui nous accompagne, qui fait quand même monter sérieusement le budget, plus après tout le développement, partenariat, la création d'un club à faire, le Lore Business Club, qui fait que ça amène beaucoup plus de personnes. On a démarré à 20 personnes et là on va atteindre quasiment les 70 membres qui nous aident à activer toutes les opérations. Donc on arrive sur ça et puis nous n'avons pas augmenté entre guillemets nos impôts. On est resté sur la cotisation depuis 4 ans à 3 € pour les mineurs, 5 € les
les majeurs, les licenciés majeurs, et tout ça en faisant un benchmarking sur l'ensemble des ligues pour voir comment on se situait. On est la première ligue de France en termes de licenciés, de clubs, tout ce qu'on veut, mais il fallait aussi se remettre à l'échelle économique des clubs. Donc on est resté à 3 € et 5 €. Donc ce produit qui rentre nous permet de couvrir les frais de fonctionnement des conseillers techniques, la formation, avec la création de l'emploi, l'Institut régional de l'emploi et de la formation. C'est plus de 2000 clubs qui forment, et là on peut quand même les remercier de jouer le jeu de la formation pour leur propre club. On dépasse les 2000 formations de brevets fédéraux. Tout ça, c'est des produits qui rentrent pour la Ligue. Voilà. Alors les clubs, justement, il y en a 400 en Occitanie. Oui. On est proche des 80 000 licenciés, donc oui. Ça fait beaucoup de matchs tous les week-ends. Oui. Évidemment que sur Rugby Amateur, on avait évoqué la refonte des niveaux. Oui. On a vu dans votre programme que vous parliez d'adapter les compétitions, qu'elles soient seniors, masculines, féminines, y compris pour les jeunes, pour diluer un peu plus les matchs sur la saison et non pas sur une période plus concentrée, les clubs se plaignent parfois de ne pas jouer au moment où il fait beau. Qu'est-ce que ça dit ça en fait? Alors, il faut qu'on revoie le logiciel de création des compétitions et notamment de la composition des poules. Alors ça va intéresser tout le monde. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, bien sûr, là, sans venir dégrader le travail qui a été fait, parce qu'il fallait le faire. Là, les différentes commissions des compétitions, il y en avait 3, jeunes, féminines et seniors, ont travaillé en relation avec les clubs. Et dans la réflexion de mon programme, parce qu'on entend tout, on peut tout entendre et il faut comprendre pourquoi les clubs se retrouvent à faire des kilomètres dans une poule qui n'est pas forcément une concentration ou d'un territoire pour que les clubs ne se dépassent pas. Donc je suis parti un peu de faire de la veille sur les compétitions et je me dis l'Occitanie c'est une très grande région, 13 départements, 400 clubs, bon, qu'est-ce qu'on peut amener? Et j'ai regardé tout ce qui se faisait dans les ligues à côté, au foot, enfin tous les jeux collectifs, foot et hand et basket. Il n'y a pas une réponse, je n'ai pas trouvé de réponse. Donc j'ai regardé un peu plus loin, j'ai augmenté mon scope, et puis j'ai regardé ce qui se faisait sur la France, je n'ai pas trouvé. J'ai dit, mais alors maintenant, au niveau mondial, dans des grands pays comme le Canada, les États-Unis, comment ils organisent leur compétition? Et c'est là où j'ai découvert, et notamment dans le basket et dans le football américain, qu'il y avait une conférence ouest et une conférence est, et qu'il y avait un championnat qui se faisait là, il y avait des découpages internes de chacune de ces conférences qui permettaient de faire matcher les clubs. Bon, c'est une échelle économique différente de la nôtre, mais si on la ramenait à la dimension de la région, je me dis, voyons. Donc je me suis amusé à cartographier les 400 clubs de l'Occitanie. Toutes les équipes, un logiciel adapté, et je me suis aperçu qu'il y avait une concentration ouest et une concentration est, mais plutôt art méditerranéen. Et ce découpage est pareil pour les féminines, et pareil pour les jeunes. Il n'y a pas de comment ça s'appelle, d'extrême qui pourrait changer la règle et cette idée de refaire le championnat. Donc, le sujet, c'est de dire, mais si on veut préserver le bénévolat, commençons par faire des poules de 8, ce qui faciliterait la composition des poules. Donc on réduit le nombre d'équipes pour avoir une géolocalisation plus concentrée. Plus concentrée, et puis quelque part ça fait deux week-ends de moins pour nos bénévoles. Donc voilà, un week-end de moins, mais quand on superpose les jeunes, les féminines, dans l'idée, si je suis en responsabilité,
vais changer le pôle compétition, où ça travaille par silo, féminin, jeunes, et tout le monde va se parler en même temps, de manière à agglomérer le championnat, le caler, et avoir des journées de repos pour les clubs et bien sûr pour les bénévoles. Voilà. Et est-ce que cette suggestion-là répond à la question du nombre de matchs disputés sur une saison? Il y en aura autant. Il y en aura autant sur la phase qualificative. La phase finale peut-être plus adaptée. Et la phase finale beaucoup plus adaptée. Finir au mois de mars, pour certains clubs qui ne sont pas qualifiés, il y a eu des tentatives de Coupe d'Occitanie, et on connaît le résultat, c'était au volontariat. Je pense qu'il faut il faut revenir sur quelque chose de plus intéressant. Vous pensez à quoi là par exemple? Faire du mode de ranking, continuer à faire jouer les clubs qui sont pas qualifiés pour finir leur classement. C'est un peu ce qu'on a vu au niveau national avec le challenge de France. Oui, mais on continue, bien en interne, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas en championnat de France, c'est comme ça, mais... Je me permets de rebondir parce que j'ai vu dans votre programme également que vous parliez d'une plateforme justement d'achat qui serait là pour mutualiser les achats, c'est ça? Oui. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Ah oui, bien sûr. Oui, c'est une discussion que j'ai actuellement avec cette plateforme, qui est déjà spécialisée dans la globalisation des achats. On peut la citer? Non, parce que c'est à la demande de la personne qui est déjà une plateforme d'achat pour des petites et moyennes entreprises. D'accord. Et donc je vais respecter ce choix-là. Le but c'est d'intégrer une forme de e-boutique quelque part, mais la plateforme d'achat permet d'avoir un volume, d'avoir des prix attractifs. Et pour preuve, on a un distributeur d'une marque concurrente de bandes Elastoplast. Quand on sait que la pharmacie, c'est quand même un poste très important dans les clubs, il y a 30% d'économie. C'est pesé, validé. Il y a un club qui a passé la même commande. J'ai demandé à 3 clubs de passer la même commande que l'an dernier, à la même époque. Ils ont gagné 30%. C'est sûr qu'en recommande d'achat, je ne vais pas demander au club d'adhérer. Parce qu'il y a toujours autour du club un pharmacien qui fait un partenariat. Oui. Mais il n'y a pas que la pharmacie. Il y a tous les consommables que peut avoir besoin d'un club, sur de la papeterie, sur plein de choses. Voilà. Bon, la Ligue, en tout cas, va créer une plateforme d'achat pour la rentrée prochaine. Oui, on peut dire ça. Oui. Bon, c'est important de Oui, c'est en négociation, c'est pas simple, mais parce qu'il faudra trouver les bons fournisseurs aussi, puisqu'on doit rester quand même. Et c'est là où il y a la complexité, c'est de rester dans les circuits courts, parce qu'on a une démarche RSE. On parlait des compétitions, on a parlé des joueurs, on n'oublie pas les arbitres. J'ai lu également que vous encouragiez les écoles d'arbitrage dans tous les clubs. Oui. Comment? Eh bien, par de la promotion, de jeunes arbitres, de joueurs qui ne jouent plus. Il a été fait avec David Rosich, pour ne pas le citer, qui est le patron des arbitres actuellement, une analyse. Il y a 5000 joueurs, toutes catégories d'âge, confondues, qui arrêtent. Et en regardant ces licenciés qui ont arrêté, on se dit pourquoi pas aller les ressolliciter pour aller faire de l'arbitrage. Comment les motiver? Alors, comment les motiver? D'abord par la formation, l'accompagnement de la formation. Au-delà de la règle, il y aura aussi les subtilités. Quand ce sont des jeunes joueurs qui n'ont pas forcément pratiqué, c'est de faire connaître le jeu, et avec ses roublardises, donc pour rester dans l'esprit du jeu. Donc accompagner ces jeunes sur de la formation sur le jeu, au travers de l'Institut régional d'emploi et de formation, et de la fidélisation, c'est-à-dire avec l'accompagnement, avec des arbitres capés, des arbitres confirmés, expérimentés.
Voilà. Évoquer donc les violences, les addictions, on parle du savoir-être, donc on est plus dans le préventif. Je reviens malgré tout sur l'aspect sanction. Est-ce que, puisque beaucoup de clubs nous le font remonter quand on est au bord du terrain avec tous les correspondants de rugby amateur, est-ce que par exemple il faut interdire la vente d'alcool dans l'enceinte du stade? Je sais que c'est un sujet qui est largement débattu, mais qui est d'actualité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais on ne peut pas interdire aux clubs de faire tourner leur boutique. Ce sont des recettes, mais justement, il y a une confrontation entre deux idéologies. Oui, et il y a la loi. Il y a la loi. En ce moment, les préfectures envoient des informations sur la réglementation de la vente d'alcool. Est-ce qu'il ne faut pas faire un pacte de sobriété en disant voilà, ok, j'ouvre la buvette, mais je vends de l'alcool à 0 degré, ça existe. De la bière à 0 degré. Il y a toujours le plaisir dégustatif de boire une bière. L'ivresse, c'est un peu moins. Ça, c'est dans l'enceinte du stade. Alors j'entends que des fois, les joueurs, certains joueurs, consomment l'alcool après le stade, mais quand c'est dans l'enceinte du stade, je crois que quand même, il faut protéger quand même les présidents et tout le bénévolat en disant voilà. Ça, ce serait une décision que vous prendriez si vous étiez en responsabilité. Vous interdisez la vente d'alcool? Non, je n'interdirai pas. Je ferai un pacte de sobriété et de dire voilà, je vous propose ça, est-ce que vous adhérez au pacte et est-ce qu'on le fait? Alors, quand je dis vous interdiriez, c'est que... Je ne peux pas interdire. Non, mais la vente si vous suggérez, on va dire ça comme ça, si vous suggérez la vente d'alcool à 0 degré, ça sera interprété comme une interdiction de vendre de la bière. Disons que les faits que le rugby français a connus cet été ont sensibilisé les gens un peu plus à cette idée qu'il pouvait y avoir des abus. Donc on en revient au savoir-être, plus que... Enfin, ce sont des comportements à adopter, on est d'accord. C'est plus ça. Très bien. Alors, on va terminer. On a l'occasion de se croiser au bord des terrains de temps en temps. Et j'ai souvenir que vous nous aviez dit en mars, au moment où vous étiez déclaré, qu'il y avait des discussions avec Joël Castagny à ce moment-là pour éventuellement faire cause commune. Qu'est-ce qui a fait que finalement la cause commune n'est plus d'actualité? Elle n'est plus d'actualité parce que bon, j'ai rencontré Joël Castagny 3 fois. Nous avons parlé de la gouvernance, nous avons parlé d'argent, mais on n'a pas parlé de rugby. On n'a pas été assez loin dans nos discussions. Et c'est une décision collective, parce que je l'ai exposé. Franchement, je pense qu'on s'apprécie bien, les deux personnes. Mais voilà, on ne défend pas les mêmes valeurs quelque part. Je veux bien qu'on parle d'argent, je veux bien qu'on aide les clubs, je pense qu'on a tous cette volonté d'aider les clubs, mais à un moment il faut parler de rugby. Moi ce qui m'intéresse c'est les donc clubs. Ça n'a pas été le cas? Ça n'a pas été le cas, où j'ai pas été assez fin dans mon entretien avec Joël Castagny pour parler de rugby. Voilà. Donc, vous avez une divergence d'opinion malgré... Une divergence d'opinion, oui. Bon, voilà, mais j'en fais pas... Bien sûr, c'est un concurrent un opposant, on mettra les termes que l'on veut. L'élection décidera avec qui sera aux commandes. Je pense qu'on pourra composer, il n'y a pas de souci. Mais quand même avec quand même dans le respect de tout ce qu'on a fait. Je ne casserai pas... Je ne le casserai pas. Et puis j'ai quand même quelques déceptions. Quand je vois la liste de Joël, mes amis, bon, je suis déçu. Des gens qui faisaient partie de la liste d'Alain Doucet, vous voulez dire, et qui se retrouvent dans la liste opposante. Il ne faut pas oublier qu'en 2020, il y a eu un différend sur la liste de Joël Castagny, qu'il a écarté, et que certains de ses amis de 2020, en comité directeur, ont voté contre la réhabilitation de la liste de Joël Castagny. Et ils ont basculé.
Je rappelle juste ce qui s'était passé, c'est qu'en fait sur la liste de Joël Castagny, un des colistiers n'avait pas de licence. Et donc la liste d'Alain Doucet avait signalé cette erreur, et donc il n'y a pas eu d'élection. C'est pas la liste, c'est pas Alain Doucet, la liste d'Alain Doucet. C'est la commission de surveillance des opérations électorales qui ont relevé ce défaut. Bon, en tout cas, il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu quand même un comité directeur avec l'ensemble des colistiers de l'époque. Et à la majorité, ils ont dit non. Oui, voilà. Bon. Voilà. Et je vois des personnes qui ont voté non, mais qui ont passé chez Joël Castagny. Comme quoi, bon, ce qui est vrai un jour n'est pas vrai le lendemain. Bon, en tout cas, toujours est-il qu'il y avait un troisième candidat, un troisième larron qui s'était déclaré en début d'année en personne de Quentin Estrade, oui, qui vous a rejoint, lui, sur la liste. Oui. Donc on voit quand même que les discussions portent leurs fruits de temps à autre. En clôture, vous vous adressez à la communauté rugby amateur. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour que les présidents votent pour vous? Qu'est-ce qui ferait que vous soyez le bon candidat? Mais de venir à mes réunions, où j'ai plaisir à échanger avec les gens, et puis j'accepte toute remarque désobligeante, parce que ce qui nous permet aussi de rectifier le tir, comme un skipper quand il va arriver à domicile, il tire des bords, donc voilà, s'adapter aux gens. Je pense que, c'est pas que je pense, j'en suis sûr, parce que j'ai été formaté comme ça dans écoute et agir. On ne peut pas rester que dans la communication. On ne peut pas rester que dans les promesses. Vous avez lu le programme, tout a été posé avec les amis de ce qu'on pouvait faire. On a une volonté d'amener de la formation chez les jeunes, pour préparer nos joueurs pour les équipes seniors, dès les moins de 14 ans jusqu'au moins de 19 ans. Il y a une volonté. Il y avait les académies de première ligne, non. On va faire avec des experts, parce qu'on va s'appuyer des experts. Vous savez, j'ai assisté à une réunion organisée par le DTL avec des experts de la touche, des experts du jeu au pied et tout ça. Je pense que c'est là-dessus qu'on doit mener. On doit préparer la Ligue, et c'est l'engagement que je prends, c'est qu'on doit préparer nos futurs joueurs seniors pour la pérennité les clubs. Donc c'est pour ça que tout ce que je dis, tout ce que j'ai écrit, ça a été pesé, c'est condensé. J'ai un président de club qui m'a envoyé un mail sur le savoir-être d'un représentant fédéral, mais je comprends la colère, je comprends tout ça. Je pense qu'il faut réduire tout ça et puis amener tout le monde, embarquer tout le monde dans ce voyage je dis voyage parce que c'est un voyage qu'on va faire pendant 4 saisons, si on reste 4 saisons sur une mandature, d'amener tout notre programme pour arriver à quelque chose de costaud et de pérenne. Donc c'est pour ça que je ne vais pas promettre, je ne promets pas, je ne sais pas promettre, je ne vais pas mentir. Je ne sais pas mentir, je ne peux pas mentir, je ne peux pas dire que je vais amener de l'argent. Si, je vais en amener, parce que je sais qu'il faut travailler avec les partenariats. Je sais qu'il faut aller chercher dans le partenariat privé et dans le partenariat public. Je le sais. Mais au vu de la situation économique actuelle que vit le pays, le nouveau Premier ministre qui met des tournevis un peu partout, je me pose des questions, et surtout quand je vois les subventions du public baisser, à tour de bras, l'ANS, tout ça. Je suis un peu dubitatif par rapport à ça. Donc on ne peut pas dire que je vais amener 1 million d'euros, 500 000 euros, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que j'ai monté des dossiers de subvention, et parce qu'on a oublié une phrase, parce qu'on n'a pas la pièce jointe, parce qu'il manque quelque chose. Donc, ok, on ira quand même le faire. On ira le faire. Mais voilà. Puis je voudrais terminer une chose, c'est que vous n'avez pas abordé un point essentiel de mon programme. C'est pas facile, hein, c'est la proximité. On a toujours voulu que les comités départementaux soient le maillon de proximité des clubs.
Sur le programme, on en parle, mais il y a 4 points, si je me souviens bien, mais un qui est fondamental et dont la propriété intellectuelle appartient à Alain Doucet, et que je salue et sur lequel on a, sur cette mandature, travaillé. Le poste qui s'appelle conseiller administratif de club. À l'heure actuelle, les comités départementaux de la Ligue Occitanie, les budgets varient de 1 à 6. Et il y a des comités, il n'y a pas d'employés. Il y a des comités qui sont, alors pas d'employés administratifs et pas d'employés sportifs. Donc je pense qu'il faut rééquilibrer les choses en fonction aussi du nombre de clubs. Mais pourquoi avoir un conseiller administratif de club? C'est d'aller dans les clubs. Mais d'aller dans les clubs aux heures où les dirigeants de clubs sont présents. C'est une aide administrative pour monter un dossier. Par un nouveau secrétaire, c'est d'avoir toutes les informations nécessaires pour l'outil de gestion administrative de la fédération. Il y a plein de choses qu'on doit amener pour aider les clubs, les dirigeants de clubs, parce qu'ils ont 2 vies certains. Il y a des professionnels et la vie bénévolat. Donc, ils iront dans les clubs. Ces conseillers administratifs iront dans les clubs. Il y a des élus dans des comités départementaux, dont un que je connais bien. Il y a un élu qui se déplace. Il se déplace aux horaires de présence. Et ça, il faut s'adapter à la vie des clubs. On ne peut pas rester à l'administration, vous changez la voiture, vous allez chercher la carte grise, il faut prendre la demi-journée pour aller à la préfecture. Là, c'est fini, on n'est pas dans l'administration. On doit se mettre au service des clubs. Donc, cette proximité, c'est le comité départemental que la Ligue aidera. Et pour beaucoup de choses, parce qu'on passerait du temps à dire les points, il y en a tellement, mais les clubs seront, les comités départementaux seront aidés par la Ligue pour aider les clubs. On va inverser la pyramide, les clubs sont en haut, les comités départementaux, la strate inférieure, et la Ligue et la fédération. Donc on inverse la fameuse pyramide de Maslow, on l'inverse, mais c'est les clubs, c'est eux. Sans eux, on ne peut pas fonctionner. Franchement, il n'existerait pas la Ligue. Donc les clubs, il faut devant les clubs, il faut répondre à leurs sollicitations, il faut être là pour les aider. C'est pour ça qu'il faut voter pour la liste d'Alain Raspiros avec, je le précise, 40 colistiers. J'ai voulu faire une liste d'experts, pas d'experts, de compétences, pour pallier à des problèmes que l'on vit tous les jours sur les addictions. Il y a un homme qui est cité, qui est dans la liste, et il travaillera là-dessus. Il peut y avoir des pépins d'ordre juridique, donc j'ai voulu avoir un homme de loi, je l'ai. Il y aura une cellule, une commission juridique étoffée pour les clubs, avec des avocats. Il y en a déjà 2, je peux le dire déjà, il y en a 2, les avocats, un huissier, qui peuvent venir aider les clubs. Les clubs qui sont en difficulté sur un problème juridique, il y aura cet accompagnement. Alors peut-être qu'ils ne choisiront pas cet avocat, mais au moins donner les premières démarches. Et puis il n'y a pas que ça. Je crois que quand il y a un gros pépin, quand vous voyez à Carbone, il y a ce jeune qui est décédé, 35 ans, c'est jeune, hein, et dont j'ai une pensée pour le club et puis sa famille. Il y a un choc. Je l'ai vécu il y a quelques années au travers d'un décès dans mon club. Il y aura une cellule psychologique, une cellule d'accompagnement psychologique. C'est important de pouvoir accompagner les clubs. J'ai un pote qui a entraîné le club, un club fédéral 3, qui a fait un arrêt cardiaque. Je lui ai proposé à l'un des présidents, si tu as besoin, j'ai un ami qui est psychologue qui peut vous aider, en plus de l'accompagnement dans le deuil et tout ça. Donc tout ça, ça me sensibilise et je crois qu'on a besoin d'avoir cet outil d'aide, cette structure d'aide psychologique quand il y a un gros problème qui est arrivé, comme un décès. Parce que ça marque la famille, il faut aider la famille, mais aussi il faut aider les joueurs qui restent en place et les dirigeants. C'est un traumatisme qui est créé, donc c'est là-dessus. Donc il y aura
cet accompagnement au niveau judiciaire, je dirais, pour aider les clubs, et cet accompagnement psychologique quand il y a un gros problème. Très bien. Bon, on n'a pas cité les 40 membres de la liste, mais on en retrouve, et ça sera présent sur Rugby Amateur, à retrouver sur le site Rugby Amateur. Mais on retrouve quand même pas mal de noms qui sont déjà colistiers de la mandature d'Alain Doucet, plus quelques noms qui vont parler à certains comme Philippe Rouget-Thomas ou encore Cédric Soulette, des anciens joueurs, qui auront une fonction particulière. Oui, ils sont sur le sportif, sur la dominante sportive. Ils amèneront Philippe Rouget-Thomas a connu le développement des CTC au travers d'une mandature. Il était aussi employé à la fédération. Il a connu ce développement. Je crois qu'il faut aller un peu plus loin avec les CTC. Il faut les aider aux CTC. Cédric Soulette a la mêlée, je pense que c'est son domaine. Mais comme il me dit, très humblement, il me dit ça a évolué la mêlée. Mais il faut accompagner les clubs, il faut aider les entraîneurs. La problématique qu'il y a, c'est que les jeunes regardent le top 14. Ils voient une posture, mais ils n'ont pas la technique. On fait des lifts en mêlée, en touche, on fait des lifts, et au lieu d'accompagner la descente, on lâche. Et puis il y a des traumatismes, genoux, chevilles, tout ça. Donc tout ça, c'est la sensibilité. En mêlée, c'est pareil. Donc il y aura des groupes avec des groupes de travail dans les clubs, des plateaux organisés pour les joueurs de devant, pour les trois quarts, sur la défense, sur le plaquage, sur le jeu au pied, sur la touche, enfin tout ce qui est dans la composante du jeu. Bon, on a compris, chaque colistier aura sa fonction. Merci Alain Aspiros pour cet entretien. Merci. Et puis écoutez, rendez-vous le 2 novembre. Rendez-vous le 2 novembre.